Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui éclaire les coulisses de la finance et de l'innovation comme peu savent le faire. Elle est la voix du podcast FinScale qui fête ses 5 ans, où elle donne la parole à ceux qui transforment le secteur financier en profondeur. Ex-banquière, devenue entrepreneur, experte en fintech, regtech et gouvernance, elle fait le pont entre le monde traditionnel de la finance et celui de la tech. Je suis ravi de recevoir Solène Niederkorn de Souche. Bonjour Solène, comment ça va ? Salut Kamel. Voici la carte joker que tu connais des épisodes précédents. Ouais. À tout moment, tu pourras me la donner si tu n'as pas envie de répondre à une question. On est OK ? On est OK, mais je pense que je ne vais pas l'utiliser. Je suis trop transparente. On verra bien. On va commencer par quelque chose. Bon, là, cette fois-ci, tu seras, à mon avis, transparente. Est-ce que tu peux décrire ce que tu fais comme job ? Eh bien, écoute, je fais pas mal de choses. C'est compliqué à décrire en une phrase. Je suis la fondatrice de FinScale, qui est un média qui a vocation à évangéliser le milieu de la finance sur tous les sujets de transformation et d'innovation. Donc, je suis podcasteur et j'anime FinScale et un autre podcast que j'ai lancé qui s'appelle From Within. Je fais du coaching et du conseil pour les dirigeants et j'anime également des masterclass. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de choses. Okay. Je me vois un peu comme un passeur, c'est-à-dire une personne qui passe le flambeau et qui aide les entreprises et les personnes à se transformer. Pas le mot coach ? Passeur, oui, un peu. Il y a cette notion de coaching puisque j'accompagne, en effet. Et d'ailleurs, j'ai lancé une offre il n'y a pas longtemps sur le coaching pour aider les personnes à justement se transformer dans leur vie professionnelle. Et tu es plutôt une entrepreneur, on va dire aussi ? Oui, totalement. Ouais. Une entrepreneur. Alors, je travaille, on va dire une solopreneur. Okay. Donc, je travaille avec des personnes. J'ai pas de salariés, mais j'ai plein de personnes qui travaillent avec moi et qui m'accompagnent. T'embauches personne ? Alors, j'ai des personnes qui sont en contrat avec moi, mais pas un contrat salarié, puisque je trouve que la façon dont le monde du travail évolue est assez intéressante. Il y a de plus en plus de personnes qui deviennent des indépendants, qui préfèrent travailler à leur compte et ne plus être salariés pour pouvoir avoir plusieurs activités en parallèle. Et moi, j'aime bien ce mode opératoire. C'est un choix que tu as voulu, de ne pas avoir de salariés ou c'est juste... C'est beaucoup plus agile, en fait. Okay. Moi, j'aime bien cette notion d'agilité. Donc, je trouve que c'est un format qui me va bien. Ça, c'est ce que tu fais maintenant. Oui. Est-ce que tu pourrais me décrire ton tout premier job ? Alors, mon premier job, j'ai commencé à bosser avant 18 ans. Okay. Je vivais à Paris à cette époque-là et je faisais plein de petits jobs pour mes extras. Pour gagner un peu d'argent. Donc, j'ai été standardiste, j'ai été habilleuse dans des défilés de mode. J'ai distribué des tracts, pas mal de tracts. J'ai un souvenir très précis. Quel genre de tract ? J'ai un souvenir précis d'être déguisée en cuistot avec, tu sais, le... Ah ouais, ok. Voilà, comment on appelle ça, le chapeau de cuistot, ouais. La toque. Ouais. Et il pleuvait des cordes, on était en plein mois de décembre. Okay. Et je devais distribuer des petits flyers pour la marque de traiteur Flo Prestige. Okay. Et on était transit franc, on était 2, on était à la sortie des métros à distribuer les choses et les tracts. Et en fin d'après-midi, on n'en pouvait plus. On a bazardé les tracts dans les égouts et on est allé se faire un petit thé, tellement on était... transit froid. Ils vérifient ou pas les tracts que vous distribuez ? Non, mais il n'en restait pas grand-chose. Okay. Mais voilà, c'était quand même assez inhumain cet épisode. Donc, tu as fait standardiste, distributrice de tracts. J'ai hôtesse d'accueil. Okay. J'ai fait le mondial de l'auto 2 années de suite. Chez BMW. Moi, ils prenaient des grandes, donc j'étais chez BMW. Ouais, tu es une grande entrepreneur. Donc, premier job, est-ce que tu te souviens un peu de ton salaire ? Écoute, je me souviens que je m'étais fait 800 €. Alors, je ne sais plus si c'était... Donc, c'était 800 €. C'est quand même une coquette somme. Et je peux te dire exactement ce que j'ai fait avec ces 800 €. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec ? À 18 ans et 3 mois, je suis allée à l'agence de voyage, puisqu'à l'époque, on n'achetait pas en ligne. Et j'ai été acheter un aller-retour Paris-New York pour aller voir ma sœur qui vivait là-bas. En cash. Je me souviens payé en cash. Donc, tu es rentrée dans l'agence, tu as payé en cash tes 800 €. Et tu étais fière d'avoir payé. J'étais hyper fière. Et quand je suis rentrée chez moi, mon père m'a dit « Mais quelle idée d'aller payer en cash ! On va retourner à l'agence et on va payer avec une carte bancaire parce que sinon, tu n'es pas couverte. » Donc, j'étais un petit peu humiliée sur le moment. Mais c'était mon premier achat de grande, on va dire. Et du coup, tu es partie à New York ? Je suis partie à New York. Tu es restée combien de temps ? Je suis restée 8 jours à peu près. C'est tout ?
tout ce travail-là pour rester que 8 jours. Non, mais c'était super. Bon, super. pourquoi t'étais nourrie, logée, blanchie Exactement, non, par ta c'était sœur. très, très sympa. Elle faisait ses études là-bas ou Non, elle bossait à cette époque-là pour le comité Colbert, qui, je pense, existe encore, qui promeut le luxe un peu partout dans le monde. Okay. Et donc, elle logeait sur Park Avenue, dans un super endroit. Donc, voilà. Donc ça, premier job. Ensuite, tu as fait des études en quoi ? Oui, tout à fait. Écoute, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait 1 an à Assas. Après, j'ai été à Dauphine, qui est une université qui est assez connue pour la finance. Et j'ai fait un master à la Sorbonne. Et pendant Dauphine et la Sorbonne, j'ai bossé pendant 2 ans. En quoi ? Alors, j'ai bossé en communication financière et en salle des marchés, parce que je voulais absolument partir en finance de marché. Et en définitive, j'ai pas du tout fait ça. Mais c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé ces 2 années à Paris. Et après, t'es venu ici directement ? Non, pas du tout. Après, mon premier job, c'était donc salarié, c'était chez UBS, en Belgique. J'ai rejoint UBS qui venait d'ouvrir un bureau à Bruxelles. J'y suis restée pendant 7 ans avec une incursion de 1 an à Luxembourg. Et puis, avec ma famille, on a eu l'occasion de venir vivre ici au Luxembourg. Donc, ça fait un paquet d'années que j'y suis et pour bosser ici. Et depuis, voilà, c'est mon hub. Ta famille avec tes enfants ? Ouais, mon mari, mes enfants. Ouais. Et pour rappel, t'en as combien ? J'ai 4 enfants. 3 garçons, 1 fille. Quand on est entrepreneur, quand on fait autant de travail, comment tu t'arrives à gérer ça ? Écoute, alors j'ai une organisation hyper millimétrée. C'est vraiment à 5 minutes près. Si tu regardes mon agenda, je te montrerai. J'ai vu ça. D'ailleurs, t'as dû devenir dingue quand je t'ai annulé le premier enregistrement. Il faut être agile et flexible. Et aujourd'hui, t'es arrivé à 11h30 pile. Ouais. Tu vois, hier, j'ai eu une petite anecdote. J'étais à Paris et je devais enregistrer parce que j'anime donc FinScale. J'avais un enregistrement avec un entrepreneur et ça me rendait folle parce que donc il y a eu un petit couac avec mon producteur et il y avait personne au studio. Et ça me fendait le cœur pour l'entrepreneur à qui j'avais pris 1 heure de son temps de devoir annuler et moi, ça me rendait dingue de perdre 1 heure dans mon agenda. Donc, t'es tout millimétré et t'as le temps de les voir, les 4 ? Non, bah écoute, ils ont. J'ai du temps, bien sûr, pour eux. Après, je travaille parfois de chez moi. Non, je travaille parfois de chez moi, donc du coup, je les vois quand ils rentrent de l'école. Et ils m'ont toujours vu. En fait, tes enfants, ils sont heureux si t'es heureux. Moi, je suis très heureuse dans ce que je fais, très épanouie, et donc je pense que voilà, ils acceptent naturellement de moins me voir parce qu'ils savent que ça me remplit. Après UBS, donc, t'es venu ici. Qu'est-ce que t'es venu faire ici ? Tu as travaillé. Alors, je me souviens très bien, j'étais enceinte de mon 2e enfant. Je passais des entretiens à l'époque pour entrer en banque privée ici. Donc, autant te dire que j'étais pas accueillie les bras ouverts quand on voit une femme enceinte qui passe des entretiens. Tout de suite, c'est un bloqueur. Je ne comprends pas pourquoi. Et dans quelle année ? Voilà. C'était en quelle année ça ? C'était en 2014. Vers 2009. Ouais, donc les mentalités, elles étaient encore déjà... Parce que là, maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus facile. Oui, peut-être, je ne sais pas comment ce serait aujourd'hui. Donc j'ai passé l'entretien, j'ai bien compris que j'allais pas être acceptée avec mon gros ventre. Donc j'ai eu mon fils, j'ai donné naissance à mon 2e fils et 6 semaines après la naissance, je rentrais à nouveau dans mes tailleurs et j'ai été refaire des entretiens parce que je cherchais un job salarié à l'époque et j'ai rejoint le groupe Lombard-Odier, qui est une autre banque privée suisse, genevoise, qui était en train d'ouvrir son hub luxembourgeois et j'étais donc l'employé 1 du Luxembourg pendant plusieurs mois. J'étais toute seule dans les bureaux et j'y suis restée pendant... Je te déroule tout jusqu'à maintenant. J'y suis restée donc à peu près 5 ans. Et en fait, j'avais envie d'entreprendre. Et c'était viscéral, j'avais envie d'entreprendre. Donc, j'ai essayé d'entreprendre au sein de la banque. C'est un peu compliqué parce que dans les banques privées, il n'y a pas forcément cet esprit entrepreneurial. Donc, il fallait que je nourrisse ça ailleurs. Et donc, j'ai créé ma société. Je peux très bien te dire quand. Je raconte pas toute cette histoire. Si, raconte. J'étais en salle de préparation d'accouchement de ma 4e. Et le notaire m'envoie un mail en disant « Solène, les papiers de votre société sont prêts. Vous pouvez venir les signer. » Ce qui n'est pas à l'époque, je ne sais pas si c'est possible maintenant, mais quand tu crées une boîte, tu ne pouvais pas faire en ligne ou quoi. Et j'avais créé une société anonyme. Je me souviens très très bien. Donc j'ai donné naissance à ma fille. Je suis retournée à la maison, je me suis changée, donc 24 heures après, et je suis allée avec ma fille
de 24 heures chez le notaire, ou 48 heures, Ouais. parce que c'était vraiment dans la foulée, Ouais. signer les papiers de ma première société. Elle s'appelait comment? C'était Easy RDV. Non, c'était Oyoz. Oyo, ok. Oyoz, O-Y-O-Z, et c'était pour développer Easy RDV, qui était le produit que je voulais lancer et que on avait co-créé avec mon mari, qui était mon CTO à l'époque. Ouais, J'avais ok. pas de CTO, et Il donc est dans la tech? bah, il s'y connaît. non, il s'y connaît super bien, il s'est codé, Ouais. etc. Et donc voilà, on s'était dit, tiens, on va monter un équipement de Doctena. Ok. Et puis, j'ai fait ce que font pas mal d'entrepreneurs. J'ai été voir, j'ai fait des interviews dans tous les sens. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était compliqué, que ça allait pas percer. J'étais toujours salariée chez Lombardier, donc en parallèle. Et puis, j'ai eu l'occasion de sortir de chez Lombardier parce qu'il y avait une réorganisation en interne. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais faire à 100% mon job d'entrepreneur. Et pendant 1 an, j'ai vraiment fait plein de choses, que j'ai rejoint un incubateur de start-up qui avait été lancé par Nicolas Buc Oui. et qui avait développé un programme d'accompagnement des entrepreneurs. C'était le nom C'était Newco. Newco. Donc j'ai été dans le premier batch de Newco, et là ça a été Il y avait Martin Guérin après. Ouais, il y avait tout à fait. Martin. Et en fait, je me suis pris des baffes pendant des semaines, parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais déconnectée de la vie d'un entrepreneur. Ouais. Et je découvrais chaque jour plein de nouvelles choses au niveau stratégie marketing. Enfin, je découvrais un autre monde. Et c'est là que j'ai découvert la fintech, et je me suis dit, c'est hallucinant en fait. Il y a cet environnement qui gravite autour de la finance, j'étais même pas au courant. J'ai découvert, à l'époque, c'était l'époque de The Family, etc. Donc j'ai découvert tout cet écosystème. Je me suis dit, mais comment c'est possible que cet écosystème ait cohabité sans que j'en ai jamais eu connaissance? Et c'était ça qui m'attirait, tu vois. C'était en 2014 C'était en 2016. Ok. Et Ah oui, là, donc il y avait 2015, Digitash, 2015, Flashies, 2016. tout cela, ouais. là. Et donc, j'ai découvert les écosystèmes ici, en France, à Londres, et vraiment, j'étais un peu choquée. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an pour finalement lancer une marketplace qui s'appelait My Braderie, pour acheter et vendre des objets de seconde main. Je pourrais te partager des photos de moi en tant qu'entrepreneur à l'époque. Et j'étais une baby entrepreneur, vraiment une baby entrepreneur. Donc, finalement, j'ai rencontré les fondateurs de Finology. Ok. Je connaissais un peu Raoul Mullins, et donc j'ai déjeunais très bien. Je me souviens très très bien. Je déjeunais avec Raoul et je lui dis, tiens, je cherche un advisory board, à constituer un advisory board pour ma startup, etc. Et puis lui, il a dû se dire, son truc, ça va pas marcher. En revanche, elle peut nous aider. Ouais. Et donc, il m'a dit, bah, attends, si tu veux, tu peux nous aider. Ta boîte, ça décolle pas encore très bien. Tu as peut-être un peu de temps. Donc, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais aller bosser un peu pour voir comment ça marche dans une vraie startup qui marche. Oui. C'est le moment où ils ont vendu à Peconic Digicash. Et donc, je suis restée chez eux pendant 2 ans. Bon, entre-temps, j'ai liquidé ma boîte parce que ça n'a pas du tout décollé. Et franchement, je les remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance, parce que pendant 2 ans, j'ai appris un max de trucs avec des super entrepreneurs. Et j'ai tout appris, le développement. Donc, j'allais souvent avec les devs m'asseoir, savoir comment ça fonctionnait. Donc, j'ai été, on va dire, en stage startup pendant 2 ans. Surtout que c'était une super école. Et quand tu vois l'équipe, non, mais Georges, c'est top. Raoul Non, c'est top. Jonathan, et moi, j'apportais aussi, enfin, tu vois ce que je veux dire, sûr. c'est un super partenariat, parce que moi, je leur apportais aussi toute la connaissance que j'avais du secteur financier, parce que Finology est régulé, et tout ce que j'avais aussi développé avec ma première boîte, etc. Donc, c'était une super époque. Je suis restée 2 ans chez eux, et au terme des 2 ans, j'avais vraiment envie d'avancer, de créer, d'entreprendre. Donc, je sentais qu'à nouveau, j'explosais. Tu vois, j'étais trop petite dans mes vêtements. Et donc, je suis partie. Et là, je me suis dit, je vais me lancer comme indépendante. Parce que j'ai consultante indépendante. Et puis, j'ai commencé avec un client qui était une boîte qui était en train de mettre en place un établissement de monnaie électronique. Et je me suis dit, je vais l'aider à mettre en place son EMI ici au Luxembourg. Et en fait, je me suis rendu compte en bossant avec lui qu'il avait cette fibre entrepreneuriale, il avait cette envie de développer, je dirais pas. Mais il manquait... Je pensais que tu n'avais pas de joker. non, bah je peux... Une amie qui s'est installée en 2016. Non, finalement, ça ne s'est pas fait. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans le détail. Okay. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé avec cet entrepreneur qui est top, qui a plein d'énergie, etc., mais qui était très, très loin d'imaginer l'impact que ça avait de créer un établissement régulier au Luxembourg. Et c'est là que je me suis dit, c'est dingue, en fait. Dans l'environnement, l'écosystème, TradFi,
les gens sont très très loin d'imaginer ce que c'est que l'environnement fintech et ce qu'apporte la tech à la finance traditionnelle. Mais côté entrepreneur, les entrepreneurs en finance sont très très loin de comprendre les enjeux, les tenants et aboutissants de ce que c'est que de créer une boîte dans la finance. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de créer Finscale. Et du coup, d'indépendante, je suis passée entrepreneur et j'ai développé autour de ce podcast, au départ, petit podcast, tout un écosystème. Et l'idée, c'était de se dire, des entrepreneurs fintech et des gens du secteur financier plus classique, Ouais. de les réunir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire combler ce fossé entre les deux en évangélisant, en apportant de la transparence sur cet écosystème que je trouve passionnant et l'un nourrit l'autre. Dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et tu as fait ça sous forme de podcast. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai lancé un premier podcast, je te la raconte parce que c'est assez intéressant. Donc, ça, c'était au moment du Covid. Je venais de terminer, ou j'étais en train de terminer une mission chez une cliente qui est top, qui mettait en place une entreprise d'investissement dans la fintech. Et puis, on discutait voilà, moi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je cours. Et je lui disais, j'aimerais bien lancer un podcast. Et je me dis, tu sais quoi, en fait, c'est maintenant qu'il faut que tu le lances. C'est le Covid, les gens sont chez eux, ils ont le temps d'écouter, lance-toi. Et elle m'a dit ça. Ça a été déclencheur. Et en une semaine, j'avais trouvé mon hébergeur, trouvé mon producteur, développé mon visuel toute seule, trouvé le concept, trouvé ma première invitée qui était Amélie Madinier du village by CA, que je remercie. J'ai encore envoyé un petit message l'autre jour pour la remercier parce que c'était il y a 5 ans. Je vais l'inviter d'ailleurs. Elle est top, Amélie. Oui. Et donc, j'ai enregistré avec mon casque de gamer de mon fils le premier épisode de Finscale que tu peux réécouter, qui est assez, c'est intéressant. On va dire, artisanal. Et puis voilà, ça n'a jamais arrêté depuis. Puis après, j'ai développé plein de choses. Jamais arrêté, t'en as fait combien d'épisodes? Alors d'abord, j'ai lancé Finscale. Après, j'ai lancé Finscale en anglais. Et puis, depuis, j'ai lancé From Within, qui est un nouveau podcast autour du sens dans le business. Et au total, tout confondu, j'ai lancé plus de 300 épisodes. 300 épisodes en combien de temps? 243 semaines. Donc c'est... J'ai jamais arrêté de produire. Donc c'est-à-dire que des fois, t'en faisais plus qu'un par semaine? Ouais. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, j'en faisais un par semaine en français et un toutes les 2 semaines en anglais. Et j'ai réduit un petit peu parce que j'avais une charge de travail trop grande. Et je me suis dit que finalement, les gens... Parce que je me suis rendu compte que mes auditeurs parlaient aussi bien français qu'anglais. Donc en fait, j'allais mixer les deux. Donc je continue à avoir une audience au UK, aux US anglophone. Mais finalement, sur mon... Je fais pas la traduction en dessous ou... Non, parce que les gens, quand je demande aux gens, les gens me disent, je sais même plus dans quelle langue je l'ai écouté, celui-ci. Donc bon, parce que c'est des gens du secteur financier, donc les gens parlent normalement anglais. Est-ce que tu as eu des invités bizarres? 240, 300 épides, tu as eu des invités qui étaient un peu borderline, ou qui n'ont pas été très bons? Jamais. Non, alors en revanche, moi je suis très très authentique et beaucoup dans le lien, comme toi, Kamel. Mais il y a des personnes qui sont très introverties, mais qui sont également très timides. Et donc, c'est pour ça qu'en général, avant d'avoir des discussions sur le podcast, j'aime bien avoir une discussion one-on-one, juste pour prendre la température et voir quel est le niveau de complicité que je peux avoir avec eux. Et j'ai 2 invités en tête, je ne dirais pas qui, mais avec lesquels... Mais non, elle va me servir pour la Joker. Non, mais par respect pour eux. Mais des invités qui étaient, j'ai senti, pas très à l'aise avec cette authenticité. Et donc, voilà, très froid, très fermé. Et c'est, je pense aussi, parce que je n'ai pas pu avoir ce petit call préparatoire, tu vois, casser la glace avant. Alors, et dans ce cas-là, à l'inverse, pour toi, le meilleur podcast que tu as fait, c'est avec qui? Un podcast, alors... un invité, tu dis, un invité précieux, je dis, là, j'étais content de l'avoir. Et ça s'est bien passé. J'en ai plein. Si tu devais en citer 3. Bertrand Badré, qui est l'ancien directeur de la Banque mondiale, qui est une personne extraordinaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fonds, des belles aspirations humaines et qui est vraiment puissant intellectuellement. Donc Bertrand, je dirais le premier.
Attends, je réfléchis. Une femme. Tu t'es dit, tiens... J'ai vraiment trouvé très très puissante aussi intellectuellement et au niveau compétences, expertise, Elise Herbst, qui est la CIO d'Electra. Chief Investment Officer. Ouais, Chief Investment Officer. Pas qui a CIO, fait elle a fait un IT. épisode extrêmement qualitatif. Donc Elise, si elle nous écoute. Laisse-moi réfléchir pour un troisième. Et là, une start-up. Parce que là, tu as cité... Ouais. Start-up, entrepreneur. En fait, il n'y en a pas. Non, mais il y a tellement, ils sont tous bien. Il y a tellement de personnes brillantes. Quelle est la start-up ? On va changer la question. Quelle est la start-up qui te fait le plus rêver à l'heure actuelle ? Alors, il y a la start-up, mais il y a l'intervenant. Attends. Moi, j'aime bien citer à chaque fois cette même personne, c'est un pote. C'est Romain Mazariès, qui est le patron de MangoPay, qui maintenant est chairman, je crois, parce qu'il a step out, il est plus CEO. Moi, je trouve que Romain, il a vraiment énormément de courage, parce qu'il a tenu, sur toutes ces années-là, il a eu la reprise, il a été racheté par Arkea, ensuite il a trouvé un nouveau investisseur, il est allé chercher Advent, et je trouve que c'est quelqu'un qui a, indépendamment du fait que ce soit un copain, je trouve que c'est quelqu'un qui a fait preuve de vachement de résilience. Et un autre que j'apprécie beaucoup, qui est extraordinaire, c'est Jean-Daniel Guyot, c'est le patron de Memobank à Paris. Donc je t'en ai cité un plus franco-luxembourgeois et un parisien. Mais après, en fait, sur tous ces invités que j'ai eus, ils sont tous extraordinaires. Parce que déjà, tous. Enfin, il n'y a pas une seule fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul épisode que j'ai publié où je me sois pas dit waouh sur au moins un des aspects. Ça, c'est une bonne pub pour ceux qui nous écoutent pour aller voir ton podcast. Oui, tout à fait. Et From Within, là, j'ai eu l'entrepreneur Catherine Barba, que tu connais probablement, qui est pareil, extraordinaire. Alors, dans un autre registre, parce que c'est un podcast qui ne traite pas du même sujet, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment extraordinaire. Comment vois-tu l'évolution de FinScale ? Écoute, c'est déjà en train de pas mal grandir. Ça se développe bien. Je pense que ça peut vraiment devenir un média au niveau européen sur tous ces sujets. En tout cas, finance, ça c'est sûr. C'est déjà le cas sur certains aspects, mais il faut que je le fasse plus grandir, plus connaître. Et comme c'est un peu hybride, tu vois ce que je veux dire, c'est pas que paiement, c'est pas que crypto, c'est pas que PI, c'est un peu tout. C'est moins facile à mettre dans une case pour les gens. Donc ça, je pense que ça a vraiment vocation à devenir un média plus pan-européen et beaucoup plus aussi dans la transmission. Et je souhaite, c'est mon vœu, y intégrer de plus en plus d'humains dedans, parce que tous ces sujets de transformation et d'innovation dans le secteur financier et plus généralement dans l'économie nécessite d'avoir de plus en plus d'humains. Et pour moi, c'est très important de continuer sur cette veine de la finance, parce que la finance, c'est vraiment un outil formidable pour financer l'économie. Et voilà, sans finance, tu n'as pas d'économie. Donc, c'est vraiment un agent, un vecteur qui peut véritablement changer l'économie. Et bien justement, côté finance, ça peut changer l'économie, ça peut changer l'économie en bien dans tout ce qui est inclusion financière et sustainable finance. Quelle est ton approche vis-à-vis de ça ? Quelles sont tes idées dans ce domaine ? Est-ce que tu as des choses, tu dis tiens, c'est dommage que dans l'inclusion financière, il n'y a pas assez de je sais pas moi, de choses pour le microfinancement, ou des choses qui peuvent développer en Afrique ou pour les femmes ? Non, alors je pense que l'Europe a vraiment une carte à jouer. Si elle ne tombe pas dans la surréglementation, c'est toujours en fait la problématique. Je pense que l'Europe a bien fait de mettre en place de la réglementation pour encadrer ces sujets-là à plein d'égards, mais est allée, je pense, un peu trop loin en surréglementant le secteur financier. Mais je pense qu'elle a sa carte à jouer et peut vraiment faire figure d'exemple pour le monde entier. Moi, je suis énormément d'initiatives sur le sujet, que ce soit dans la fintech,
la green tech, les VC, l'impact investment. Je vois énormément d'initiatives. J'ai quand même reçu beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs dans le domaine. Et je pense qu'il faut continuer à supporter, il faut continuer à valoriser toutes ces initiatives. Il faut vraiment casser l'idée que tu as moins de perf quand tu es dans l'impact, tu as moins de perf quand tu es dans la diversité, etc. J'ai encore reçu il y a peu sur From Within un épisode qui va être publié probablement avant que tu publies cet épisode. Un entrepreneur qui s'appelle Vincent Klingbeil, qui est le fondateur, il a créé plein de boîtes, mais actuellement il est fondateur et le CEO de European Digital Group. Et on parle de care leadership. Et en fait, quand tu vois les stats, tu as tout intérêt à bien traiter tes employés, à bien traiter tes partenaires, parce qu'en termes d'absentéisme, tu n'as quasiment plus d'absence, les gens sont plus performants. Et donc, je pense qu'il faut vraiment... et ce n'est pas c'est pas bisounours, c'est vraiment aussi factuel. Si tu fais que les gens se sentent mieux, et encore plus maintenant, parce que les gens souffrent vraiment en entreprise, donc je pense qu'il faut vraiment amener encore plus d'humanité et sortir de ces schémas autoritaires en entreprise, etc. Par exemple, quelles sont les choses classiques qui peuvent changer un conseil que tu pourrais me donner par mois pour que les employés soient beaucoup plus heureux? Non, écoute, c'est... Est-ce que c'est mettre des paniers de fruits pour tout le monde? Non, mais c'est justement former les équipes et les managers sur, je vais te donner un exemple, la communication non violente. C'est donner des outils aux gens pour apprendre à communiquer leurs idées de manière efficace, de pouvoir accompagner les équipes de façon bienveillante mais ferme. C'est-à-dire qu'être gentil, être bienveillant, c'est pas tout laisser aller, tu vois. Et donc, former les gens sur le leadership, c'est fêter les victoires, c'est killer tout ce qui peut être bruit de couloir, c'est apporter beaucoup plus de transparence. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui communiquent sur le sujet. Et pour un exemple pour la diversité et promouvoir la diversité dans le secteur financier, il est prouvé que, et c'est pour ça qu'il y a des VC, des venture capitalistes, des venture capitalistes qui investissent dans des boîtes qui sont créées par des femmes ou avec des femmes, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les portefeuilles sont plus performants quand il y a plus de diversité dans les équipes fondatrices. Comment je vais te donner mon retour. Quand tu veux faire un truc pour les femmes, tout le monde dit que c'est génial. Femmes, diversité, celebrity, jeunes, etc. Tout le monde dit oui, c'est génial, etc. Il faut le faire. Mais quand il s'agit après de financer ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que... Mais en fait, je vais te dire, tu finances... Mais je vois la même... T'as la même chose. Non, mais tu finances ce qui te ressemble. Donc si tu regardes, je te prends l'exemple du VC que je connais bien, tu auras tendance, mais c'est vraiment un biais cognitif, à financer et à donner du crédit à des gens qui te ressemblent. C'est naturel, c'est humain de faire ça. Donc si dans les investisseurs au sein des VC, tu mets que des personnes qui sortent des mêmes écoles, qui ont les mêmes backgrounds, qui ont les mêmes âges, le même historique, en fait, tu vas te retrouver à naturellement investir. Tu seras tenté de plus investir dans des boîtes avec des entrepreneurs qui te ressemblent. Alors que si tu amènes dans les investisseurs des femmes qui ont également été entrepreneurs, qui ont des horizons différents, tu vas nécessairement pouvoir ouvrir le champ des possibles. Mais c'est humain. Exactement, et la diversité, on prouve que la diversité dans une société, la productivité et en fait la croissance est plus importante dans les entreprises qui sont plus diversifiées. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on a tous en nous un côté masculin et féminin. Et on ne valorise pas suffisamment le côté féminin en nous, tout ce qui concerne l'intuition, la sensibilité. Je pense qu'on a tous intérêt à valoriser ça chez les hommes et chez les femmes. Et justement, dans les boards, il y a très peu de femmes dans les boards. On a encore beaucoup de travail à faire. Encore plus au Luxembourg qu'en France, parce qu'en France, tu as des quotas maintenant. Voilà, oui. J'avais une discussion hier pendant un lunch sur le sujet, mais justement, c'est exactement ça. En France, ils ont réglementé ça. Ouais. Et ce qui fait que je crois que c'est 40%. Ouais, c'est ça. Donc il faut 40% de femmes dans les boards. Ouais. Et au Luxembourg, il n'y a pas de réglementation. Est-ce que tu penses qu'il faut une réglementation ? Mais bien sûr. Ok. Moi, je suis pour l'instauration de quotas.
Ok. Mais je pense qu'au-delà de l'histoire du genre, c'est plutôt la diversité des profils. Parce que si tu recrutes une femme qui est ton clone, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai été sur des discussions pour rejoindre des boards avec des administrateurs qui étaient tous des compliance officers, risk managers, donc complètement sur même le côté... école. Oui, avec le même mindset. Et pour moi, ça kill le business. Il faut que dans tes boards, tu aies vraiment une variété de profils. Tu aies des gens qui aient plus une casquette business, des gens qui aient une casquette risque, des gens qui aient une casquette tech. Donc, pour pouvoir apporter à la boîte un maximum d'éclairage, tu vois ce que je veux dire? C'est comme un diamant, en fait, avec plein de facettes. Si tu fais que 3-4 facettes, il va pas beaucoup briller, ton diamant. Et si je te dis que, justement, le problème de diversité, c'est plutôt un problème occidental. Non. Tu penses que c'est mondial? C'est partout pareil? En Asie? Oui. En Asie aussi, il y a les mêmes problèmes de bien diversité. Sûr. Je pense que c'est un problème mondial, mais bien sûr. Mais dans la tech, ouais. Si tu prends un exemple en Asie, il y a 50% des femmes qui sont dans la cybersécurité. Dans la tech, ça c'est au niveau des chiffres. Mais là tu parles de vertical. Attends. Moi je suis très... Alors vertical. moi j'ai un prisme assez finance, forcément. Dans la finance, je connais moins la tech. Mais dans la c'est tech, super, bonne nouvelle. Mais dans la tech, c'est prouvé que hors Occident, même dans les pays... Oui, mais si tu vas aux États-Unis... Oui, aux États-Unis, Occident. Oui. Bon, aux États-Unis, même au Japon, je le mets dans... Même en Japon. Afrique. Justement, c'est en Afrique qui est étonnant. Sérieux? En Afrique, il y a Algérie, Maroc, Tunisie sont dans le top 5 des gens qui sortent des écoles au niveau technologique, sont des femmes. Okay. De 40 à 44%, alors qu'en France, je crois que c'est 23%. Oui, mais ça m'étonne pas, mais tu as des biais de genre, moi je vois, parce que j'enseigne en France. Et alors je suis intervenue, je me sens très très bien à Dauphine. Là c'était pas un cours, c'était juste une intervention et c'était tellement genré. Moi j'ai été choquée. C'est-à-dire que les garçons ils voulaient tous aller en PI, être investisseurs machin, et toutes les filles c'était marketing financier, communication financière, etc. Et je me suis dit mais les filles vous pouvez aussi devenir investisseurs, les mecs vous pouvez aussi travailler dans la com, c'est ok. Mais quand tu fais l'école de commerce, je peux te dire que tu as plus de filles que de mecs aussi. Donc c'est étonnant, c'est étonnant, et je pense que c'est vraiment l'histoire du rôle modèle. Si t'as pas de femmes rôle modèle dans la tech, dans la finance, qui s'illustrent et qui sont mises en valeur, et que t'as toujours les mêmes bros qui arrivent, c'est compliqué en tant que femme de t'identifier. Et justement, on peut avoir un rôle modèle femme aujourd'hui dans le monde qui pourrait être un rôle modèle pour les femmes de ce monde, dans le business. Ah, dans le business, moi j'adore Serena Williams. Ok. Je la trouve extraordinaire. Parce que tu fais du tennis aussi? Non, je fais pas de tennis, mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle est en train de faire. Tu la vois comme investisseur, mais aussi entrepreneur. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de femmes. Alors, si on pense en France, qui est-ce que je pourrais citer en France? Catherine Barba. Il y a Catherine Barba. Il y a l'ancienne associée de Romain. Non, mais t'as Rachel Delacour. Rachel Delacour. Oui. Ah oui, Rachel Delacour, extraordinaire. J'ai eu la chance de la voir sur Finscale. J'ai été, tu vois, tu me parlais d'un épisode mind-blowing. Moi, je suis sortie là en disant... Qui avait vendu sa boîte à l'époque, elle était venue au Luxembourg dans sa toute première boîte. C'est vrai. C'était Cloud. Elle a vendu à Zendesk. Zendesk à l'époque, exactement. Et elle était venue à la City Spring à l'époque. Non, elle est top, Rachel Delacour. Tu vois, ça, c'est des femmes extraordinaires. Voilà. Et Christine Lagarde. Tout à fait. Ouais. Après, les positions qu'elle a, notamment sur tout ce qui est crypto, stablecoin, ça me fâche un peu. C'est-à-dire ? Non, mais je pense que l'Europe est est beaucoup trop conservatrice sur les sujets d'IA et sujets crypto au sens très large. Et a plus peur de son ombre. Et ça me désole parce qu'on va se faire damer le pion par les autres. Tu penses qu'ils ne sont pas réveillés là ? Ils sont pas... Non, pas suffisamment. Ça manque d'entrepreneurs en fait dans ces sphères-là. Je pense qu'il faut plus d'entrepreneurs. Je dirais pas qu'il faut faire comme Trump, mais c'est une bonne initiative, tu vois. Il faudrait qu'en Europe, tu aies plus d'entrepreneurs dans les politiques. Un Xavier Niel. Mais je pense pas qu'il soit très très fan de devenir. Non, mais je pense que lui. Mais je pense que tu mettrais Xavier Niel à côté du président. C'est peut-être le cas, mais il faudrait qu'il soit écouté. Ouais, parce que à mon avis là sur le sommet de l'IA,
il a dû jouer un petit rôle quand même. Tout à fait, mais il faut qu'il y ait, une prise de conscience au niveau européen, qu'il y a une accélération, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas s'endormir. Et le Luxembourg, dans tout ça, comment tu vois l'écosystème tech ? Ah, tu peux dire ce que tu veux. Écoute, il y a des initiatives intéressantes, c'est un tout petit écosystème. C'est presque comme un écosystème régional. Par moment, j'ai le sentiment que, et je m'inclus dedans, hein, j'en fais partie, je suis luxembourgeoise, mais j'ai un peu le sentiment qu'on a une très haute estime de nous-mêmes et qu'on manque d'humilité. Ça, c'est mon sentiment. Voilà. Après, je trouve que c'est chouette parce que ça donne une image positive du Luxembourg, mais il faut que ce soit suivi de faits. Voilà. Il y a trop de communication et pas assez de... Ouais, moi, j'ai accompagné des startups. J'étais advisor de certaines startups. Quand tu vois que l'État met... Enfin, l'État, je ne sais plus quel organisme, met plus d'1 an à verser un subside, c'est inimaginable. 1 an pour une start-up, c'est une vie, alors en fait. Que le vrai problème, c'est le cash flow, surtout des startups. Alors, il y a des initiatives intéressantes. Il y a Jérôme Vitamer, Expawn Capital, qui gère un Digital fonds... Digital Tech Fund. Ouais, Digital Tech Fund. Donc ça, ce sont des initiatives. Mais c'est tout petit, en fait. Voilà, il y a des super startups qui se sont créées, mais on en compte quelques dizaines. Et t'en as qui arrivent ici, qui sont un peu déçus et qui repartent. Donc moi, je pense que c'est intéressant, mais il faut redonner un petit coup de boost maintenant. Je ne sais pas si c'est audible. Tu me diras si tu gardes ou pas. Non, c'est très bien, mais on va garder ça. Parce que après, on ne va pas rentrer dans des sujets politiques parce que ce n'est pas le but de ce podcast. Moi, je pense que le Luxembourg aurait intérêt à se voir comme Israël en Startup Nation, mais du coup, de fonctionner comme une start-up en mettant en place des leviers de croissance de start-up, en mettant en place des KPIs de start-up, en ayant un tunnel d'acquisition, comme serait gérer une start-up. Et je pense que si c'est mis en place dans cet état d'esprit-là, avec des entrepreneurs aux manettes, ça peut vraiment devenir très intéressant. Et c'est le cas en Israël. Pour moi, l'Israël, c'est beaucoup plus gros. Mais c'est un peu l'idée. C'est un petit pays qui rayonne. Et c'est vraiment une start-up nation. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les financements. Parce qu'ils ont eu les financements. Ils ont tout. Ils ont les financements. Ils ont les cerveaux. Ils ont quand même. C'est-à-dire qu'une grosse partie des entrepreneurs viennent. C'est d'anciens militaires en fait. Donc il y a cet état d'esprit, tu vois. L'état d'esprit dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui est le plus important. Et d'ailleurs, quand tu discutes avec des VC, ce qu'ils cherchent, c'est ça en fait. C'est l'équipe. Ils investissent dans l'équipe, dans l'humain. La personne qui va avoir le grit, qui va pas lâcher, qui va suer. Voilà, moi je peux te le dire parce que j'ai dû prendre 10 jours vraiment de vacances depuis 5 ans, quoi. Des vraies vacances où je bosse pas. Est-ce que tu pourrais dire que Finscale, c'est ta plus grande réussite professionnelle ? Ah bah, sans conteste, ouais, bien sûr. Est-ce que tu rêves d'une meilleure réussite ou est-ce que tu t'en contentes ou est-ce que tu penses que tu as déjà réussi ? Ah non, pas du tout. Hein. Ah, au secours, si je commence à penser ça, je suis finie. Je pense que c'est pas que je veux plus, mais je pense que je suis tout au début. Je me vois comme quand même encore une jeune entrepreneur. Et je pense que quand t'as plus faim, c'est le début du déclin. Quel est ton plus grand raté professionnel ? Un truc, évidemment, ma start-up, là. C'était My Braderie, c'était ça, non ? C'était mignon. Ouais. Quand j'y pense, c'est une initiative mignonne. T'as perdu beaucoup d'argent ? J'ai perdu 25 000 euros. Quand même. Hein. Ouais. Mais non, ça va. Et du temps surtout, quoi. Ah oui, sans compter, bien sûr, le salaire que je me suis pas versé. Ça, c'est juste les fonds propres que j'ai apportés. Mais, Et t'as fait faillite ? J'ai juste liquidé, j'ai fermé la boîte. Ouais, donc t'as pas fait faillite. Non. T'étais pas plus autorisé à. Non, j'ai pas fait faillite, mais voilà, j'avais plus un rond. J'ai fermé. Une question qui est peut-être liée, est-ce que tu t'es déjà dit, je ne suis pas à la hauteur pour cette chose, ou pour ce poste, ou pour ce que je fais ? Dans tout ce que t'as entrepris ? Je me suis plus dit, j'ai pas encore les compétences. Et en revanche, je me dis souvent. Parce que moi je fonctionne au désir, je cherche en moi ce qui m'anime, ma passion, et je pense que tu te réalises pleinement si tu suis ton cœur. À partir du moment où je sens que c'est plus ma came, soit
dans ce cas-là, il faut que j'y aille et que je me forme, et dans ce cas-là, je développe une expertise. Mais si je sens que, 1, j'ai pas le cœur pour le faire, et 2, il y a quelqu'un de plus compétent que moi pour le faire, je sous-traite. Et du coup, est-ce que tu verrais quelqu'un qui pourrait te remplacer comme host, un autre présentateur? Non, alors Ou moi c'est j'avais trop plus lié? envisagé, non, parce que Ouais. j'aime bien ce que je fais, Ouais. en fait, je suis en soif d'apprendre. Oui. J'apprends Oui, c'est depuis super 5 ans. passionnant. C'est Quand hyper il- intéressant. Et quand les gens me disent, mais t'as fini le sujet, t'as tout couvert, je dis non, en fait, si tu m'écoutes toutes les semaines, tu verras que t'apprends à chaque fois quelque chose. Non, c'est plus du co-hosting, tu vois. Oui. Co-hoster, etc. C'est juste que j'ai pas encore rencontré la personne avec laquelle je pourrais travailler, tu vois, de partager les sujets, parce qu'il y a plein de sujets où je suis pas forcément la plus compétente, mais où on pourrait approfondir pour l'audience ces sujets. Tu pourrais avoir quelqu'un de très spécifique Ouais. pour un sujet. Tu vois, Ouais. tu fais un sujet avec Private Equity, tu prends un expert en Private Exact. Equity avec toi. Exact. Un truc ouais. sur l'IA, tu prends un expert C'est en ça. IA qui t'accompagne et mais pas forcément toujours le même dans ce cas-là, Non, c'est puisque ça, tu prends c'est un ça. expert. Ouais, tout à fait. ça Non, peut et être puis une- même d'avoir des hosts Oui. qui hostent avec la Avec casquette FinScale, mais sur des C'est ça. verticales particulières. Ça, j'envisage, mais j'ai pas encore trouvé les personnes. Si tu devais te débarrasser d'une tâche que tu as au quotidien, ce serait laquelle? Mettre en ligne les épisodes. J'ose pas déléguer ce truc. Je pourrais, hein. J'ose pas. Et pourquoi? Parce que je suis un peu rigide sur les timings. J'ai un extrait qui sort le jeudi. Mhm. Ça, c'est pour un épisode Ok. normal. Un extrait qui sort le jeudi matin et un autre le dimanche. Entre Une heure samedi et fixe dimanche. ou Ouais. Ah ouais. Minuit, samedi à dimanche. Ah ouais. Et minuit, mercredi à jeudi. Ok. Et en fait, je suis tellement psychorigide sur ce volet-là que j'ose pas le déléguer. Donc c'est toi qui, Mais à ouais. minuit, t'appuies sur le bouton. J'ai fait 300... Non, j'en ai fait 600. Parce que j'ai 300 épisodes, mais j'ai des extraits, des capsules, etc. Ouais. J'ai fait 600 fois le truc. Et j'ose pas, parce que pour moi, c'est question de crédibilité vis-à-vis de l'audience. Y a-t-il une personne avec qui tu t'es juré de plus jamais bosser? Tu y réfléchis, ça veut dire Non, que- alors pas une personne. Oui, un groupe, un groupe ouais. de... Ouais. Pour moi, les gens toxiques. Ok. À partir du moment où je sniffe que quelqu'un est toxique, mais maintenant, j'approche plus, quoi. J'écoute mes guts et je... Comment tu fais pour savoir qu'une personne est toxique? Ah bah, je le sens. Ouais, Non. c'est juste Ouais. du feeling. Ouais. Ah, ça, c'est- pour le coup, je me fie à mon intuition. Mais des fois, tu peux avoir une mauvaise... Non, à chaque fois que je Jamais me suis dit, t'as tort, en fait, j'avais raison. Donc maintenant, je l'écoute. Donc si t'es là, donc ça va, c'est que j'ai pas l'air toxique. Non. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu rêverais de travailler plus tôt? Donc donc ça c'est est-ce qu'il y a une personne tu dis tiens cette personne-là j'aimerais un jour bosser avec dans le monde, hein, ça peut être quelqu'un de très connu, hein. Quelqu'un de très connu. Ou alors Anne Boden. oui Anne Boden. Ça, ce C'est- serait un peu mon kiff. c'était Starling Déjà Bank. la rencontrer. Starling Bank. Ouais. Déjà la rencontrer. Hmm. C'est pas infaisable, tu vois. Ah oui mais Mais bosser avec oui. elle. Ça, Ok. elle est incroyable, cette femme. Donc tu peux l'inviter, mais c'est pas que Ouais, non, elle je pourrais viendra, l'inviter. Je elle pourrais viendra l'inviter. un jour. Non, mais tu me dis parler, bosser Oui, vraiment. bosser vraiment. Bosser, ça serait. Et pour faire quel genre de projet? Je sais pas, mais on aurait plein d'idées Une ensemble. fintech. Quelle est en fait ta technique pour essayer de garder des relations solides avec les partenaires, tous les gens que tu as côtoyés, là, de ces épisodes, etc. Est-ce que tu arrives déjà? Ouais. Tu arrives? Ok. Écoute, alors moi, comme tu sais, je suis assez authentique. Mm. Quand tu crées un lien d'authenticité avec quelqu'un, quel que soit l'environnement personnel, familial, professionnel, et ben en fait, ça reste. Donc je pense que j'entretiens parce que ça me fait plaisir. Tu Oui. vois. Et en fait, j'ai plein d'anciens invités qui sont soit devenus des copains, soit des bons contacts. Et je prends souvent de leurs nouvelles parce que j'aime bien, en fait. Donc j'entretiens, j'envoie des Oui. messages. Dès qu'il y a quelque chose à fêter, je félicite. Oui. Je me retiens pas de le faire. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur en disant là, je suis pas à ma place ou ça t'est déjà arrivé? Pas vraiment. Parce que j'ai vraiment une soif d'apprendre et de rencontrer. En revanche, j'observe, parce que je fais tous les jours un peu un travail introspectif.
j'ai parfois ma voix intérieure qui me dit des choses pas sympas. Je suis très dure avec moi-même. Très exigeante. Ouais. Et donc, tous les jours, je réfléchis, je l'écris, hein, tu sais, je fais du journaling. Et je réfléchis à un moment dans la journée où ma petite voix intérieure a pas été sympa avec moi. Et donc, je la rééduque en me posant la question, si t'étais ta meilleure amie et qu'elle t'avait dit ça, franchement, est-ce qu'elle te l'aurait dit ? Et donc, maintenant, je fais un truc... et à utiliser pour toi. Et je le fais dans la journée, si jamais ça arrive, ou le soir, je le refais. Tu entends ta pensée intérieure qui te dit « Kamel, t'es vraiment qu'un nul ». Et là, je te jure, tu fais « stop ». Vraiment physiquement, stop ou stop. Ou stop. Et là, tu te dis intérieurement, est-ce que tu as vraiment envie d'aller sur cette voie-là ou est-ce que tu as envie d'être élevé et d'être au meilleur de toi-même. Et là, tu te dis consciemment, j'ai envie d'être meilleur sur ce coup-là et de me traiter correctement. Et si ta voix te dit, Kamel, tu dois être le meilleur, Solène, tu dois être la meilleure. Non, et ben tu dis à nouveau, stop. Stop. Don't put pressure. Comme toi, voilà, parce que t'es pas non plus... Non mais, voilà, et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ton cerveau comprend qu'il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'en faisant l'action corporelle de stop, tu arrives à intercepter cette pensée limitante. Tu as déjà bossé avec quelqu'un que tu ne supportais pas ? Alors, plein de fois, quoi. Alors vas-y, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah non, mais moi j'ai un gros problème avec les gens qui ont une très haute estime d'eux-mêmes et qui écrasent les autres. Et en finance, il y en a des gens comme ça. Il y en a, je pense, plus tu as de pouvoir, plus tu as d'argent, plus tu as de chances de tomber sur des personnalités comme ça. Et ça, c'est très difficile pour moi. Tu penses que le milieu financier est plus arrogant que le milieu de la tech, par exemple ? Ça se vaut. Non, mais dès que tu as du pouvoir et de l'argent, tu vas te retrouver avec des personnalités narcissiques. C'est parce qu'ils deviennent comme ça ou est-ce que c'est parce qu'ils sont comme ça, donc ils ont... Ah bah ouais, je pense. Il y a les deux en fait. Je pense que pour y arriver, tu as quand même des tempéraments de personnes qui réussissent, qui sont très narcissiques. Voilà, c'est comme ça. Parce que je pense qu'il faut quand même avoir énorme... Enfin, c'est même pas une question de confiance en soi, mais je pense que voilà, par nature, t'en as plus qui réussissent, qui ont ce trait de personnalité. Et je pense que la flatterie, quand t'es flatté, très vite, tu peux tomber dans le manque d'humilité. Et le problème, c'est que quand t'es dans ce milieu-là, que tu as réussi, etc., t'as une cour autour de toi. Et je pense que ces gens-là ne sont pas là pour t'élever, mais t'éloignent de qui tu es véritablement. Et tu peux manquer d'humilité. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler des tout premiers, de ceux qui étaient là quand tu n'étais moins connu, etc. Parce que c'est toujours ta base. Bah bien sûr, mais tu sais, tous les jours de faire un travail, de tous les jours, te dire tiens, et tu te regardes dans la glace en te disant, est-ce que là, sur ce coup-là, j'ai été honnête avec moi-même. Bah, si tu fais le travail tous les jours, tu rectifies quand même régulièrement. Est-ce que tu as une philosophie de vie qui te suit comme ça ? Tu dis tiens, voici comment je vois ma vie, voici comment je pense. Bah écoute, moi, c'est pas une philosophie de vie, mais c'est ce que je te disais, c'est vraiment d'essayer, parce que on porte tous des masques, mais d'essayer d'être le plus authentique possible vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et fonctionner quand même avec le cœur, c'est-à-dire va là où ton cœur te porte. J'ai des étudiants, parce que je mentor à HEC à Paris, j'ai des étudiants donc, que je suis qui sont des entrepreneurs en herbe, et ils avaient, j'ai en tête un exemple récent, ils étaient en train de faire exploser en fait leur équipe, ils étaient en train de se séparer, et donc on avait des discussions sur ce sujet-là, et je leur ai vraiment dit, et je le pense viscéralement, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que intimement vous avez envie de faire ensemble ? Est-ce que et je disais vraiment le résultat, peu importe, ce soit on split, on reste ensemble, mais c'est important d'être honnête avec soi-même, mais soi-même à l'intérieur. Solène, est-ce qu'il y a une citation qui te guide dans la vie ? Une citation que tu aimes Oui, alors j'en ai une de Nelson Mandela, je pense que c'est de lui, que j'avais lu il y a
peut-être une dizaine d'années. Je vais te la lire parce que je savais que Ouais. tu allais me poser la question. Et c'est « There is no passion to be found playing small in settling for a life that is less than the one you are capable of living. » Et je pense qu'en fait, on a tous, vraiment, mais fondamentalement, on a tous quelque chose d'extraordinaire à vivre. Mais il faut vraiment avoir conscience qu'on a ça en soi et se bouger les fesses pour trouver en fait cette voie-là et la suivre. Et ça demande du courage. Et c'est à quel moment que tu t'es dit que tu n'es plus à jouer petit, que tu ne dois plus jouer petit, que tu as compris cela? Est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie? J'ai eu plusieurs déclics. J'ai eu le déclic entrepreneurial il y a une dizaine d'années. J'ai eu le déclic quand j'ai quitté Phinologie en disant je suis capable de vraiment faire un truc qui marche. Parce que là, tu avais une super position là-bas. Oui, c'était super. Alors super. après, en interne, je ne sais pas comment ça se passait. Peut-être que ça se passait très mal avec, avec Raoul, Jonathan et Georges. Mais de l'extérieur, tu avais un bon poste. J'avais un poste idéal. Tu étais visible. Ouais, mais j'étais pas dans les manettes. Ouais. J'avais pas les manettes. Ouais. Et en fait, moi, j'ai besoin d'avoir les manettes. J'ai besoin d'être aux manettes. T'étais trop ambitieuse. T'avais trop les dents qui rayaient le parquet. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je pense que donc je suis très créative et j'étais tout le temps à dire mais il faut faire ci, il faudrait faire ça, nanana. Et en fait, quand c'est ta boîte, t'as pas envie que quelqu'un dans ta boîte. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc franchement, au bout d'un moment, des deux côtés, on s'est dit. Toi, tu as envie de créer, mais en fait, tu pourras créer, mais ça ne peut pas être chez eux. Et moi, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas créer chez eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous, on est tous des créateurs. C'est juste que les gens ne se posent pas nécessairement... Les gens pensent qu'ils ne sont pas tous des créateurs. Moi, je pense que tu es créateur de ta vie. Et je pense qu'il faut trouver... Et c'est pour ça que je te dis, écoute ton cœur, parce que c'est là que ton cœur te porte. C'est là où là où tu peux vraiment être bon, c'est là où tu as vraiment cette passion et ce talent. Et que voilà. J'ai bifurqué vers autre chose. Vas-y. L'IA. Oui. Aujourd'hui, l'IA, il y a des IA qui peuvent créer des podcasts. Ouais. Je peux synthétiser ta voix, je peux faire des vrais podcasts, je peux faire une émission de radio entièrement avec l'IA. Moi, je trouve ça fascinant. Et ça t'a pas peur que ça te prenne ton job ou ça va te faciliter ton job? Ça va me faciliter mon job. Ouais. Parce que je vais pouvoir créer, je ne l'ai pas encore fait, j'ai fait des tests, mais je pourrais créer des capsules, etc. Mais je pense que c'est toi qui nourris l'IA, c'est toi qui es le créateur. Donc moi, tu vas avoir de la création de contenu, mais tu le vois sur LinkedIn, mais c'est insipide. Oui. Moi, je fais mes posts moi-même, j'utilise de l'IA pour me faire de la curation, pour me faire des résumés, etc. Mais c'est moi qui les rédige et ne serait-ce que les gens se donnent même pas la peine de changer. De changer un petit peu, oui. Oui, mais donc du coup, c'est pas intéressant. Et tu te rends compte qu'en fait, là, les gens qui sont suivis et écoutés, c'est des gens qui sont authentiques et qui parlent de leur propre voix. Mais est-ce que tu penses que l'IA va quand même détruire un peu de spontanéité dans les dialogues qu'il peut y avoir? Si tu enregistres comme maintenant... Comme maintenant, non. Non, absolument pas. Moi, je vois plutôt ça comme une IA ne pourra pas faire ce qu'on a fait maintenant. Un copilote, tu vois. Ouais. C'est vraiment un copilote. Et moi, j'utilise l'IA à mort pour faire plein de choses. Mais ça me remplace pas. On a parlé d'ailleurs mais un peu comme en radiologie, tu sais. En radiologie, les radiologues, ça fait des dizaines d'années, peut-être pas 10 ans, ça doit faire 10 ans qu'ils utilisent l'IA pour détecter des cancers, etc. Ça ne les remplace pas, parce qu'in fine, la responsabilité est c'est de leur chef, tu vois. Tu étais prêt à trouver un co-animateur pour Finscale? Et si c'était une IA? Pourquoi pas? Écoute, je sais pas, moi je suis open à tester, en tout cas, à tester. Tant que ça apporte de la valeur à mon audience, pourquoi pas? Ton audience, justement, et tes invités, est-ce que tu as une question que tu aimerais leur poser, que tu n'as jamais osé poser? Mon audience ou mes invités? Tes invités. Intéressant. Une question, tu dis, j'aimerais bien la poser, mais je la pose pas parce que ça rentre pas dans le cadre, parce qu'une question, tu te dis, mais... C'est quoi ton plus gros échec? Tu sais... Tu leur poses pas la question? Non, je pose pas la question parce que Finscale, c'est pas ça. Après, sur From Within, peut-être. Le plus gros échec pour moi, en fait, tu ne peux pas réussir ta vie si tu te plantes pas, en fait. C'est comme la marche. Et j'utilise toujours ce parallèle. Quand tu es petit et que tu apprends à marcher, tu tombes des milliers de fois. Et ce qui fait que tu peux marcher. Et en fait, dans la vie,
Ce qui fait que tu as une vie enrichissante et belle, c'est que tu es tombé plein de fois, c'est que tu as pris plein de fois des risques. Sinon, c'est pas beau, c'est triste. Est-ce que tu as un rituel étrange ou pas, ou un rituel que tu fais juste avant tes épisodes? Pas du tout. Je suis pas très... Il n'y a pas un truc que... décevoir. Non, Mince. pas du tout. Ouais. T'es maquilleuse, même pas. Tu te fais tout ça. Non, et tu sais, alors moi, parce que Ouais, comme tu as compris, c'est pas que ça, mon activité. Je fais plein d'autres choses. Oui. Mais j'enchaîne généralement 3-4 enregistrements sur une journée. Ok. Donc ça déroule, quoi. Okay. Genre, les gens font la queue, tu sais, de temps en temps, c'est pas une blague. T'as l'invité qui va arriver pendant que l'autre termine l'interview. Ouais, ça te permet aussi de... Surtout que tu les fais pas forcément encore au Luxembourg. Non, je les fais à Paris, souvent. Quel conseil tu donnerais à Solène quand elle avait 15 ans? Mis à part économise de l'argent pour aller voir ta sœur à New York. Ouais, économise de l'argent et place-le surtout. Voilà, exactement. Quel conseil tu lui donnerais? D'arrêter d'avoir peur. Ok. Et d'y aller. Voilà. Et c'est ce que je dis à mes enfants d'ailleurs. Est-ce que tu penses que Solène, quand elle avait 15 ans, en te voyant, est-ce qu'elle te verrait comme un modèle? Est-ce qu'elle serait fière de ce que tu es devenue? Bonne question. Bon, moi j'ai envie de dire qu'elle aura envie d'être pote avec moi. Non, mais qu'elle aura envie de... Il y a une différence quand même d'âge, même tu... Non, qu'est-ce qu'elle se... Attends, franchement... Elle a pu se payer ce manteau en cuir quand même. Non, je pense qu'elle serait contente parce que elle verrait que la grande Solène, elle est authentique et véritable. Ça, je pense que ce serait ce dont elle est le plus fière. Pas l'histoire de la réussite ou quoi que ce soit. Donc, Solène, moi, je connais un petit peu Finscale. Ouais. Mais si tu dois vendre Finscale à nos auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Écoute, c'est un fabuleux média pour communiquer autour de ta marque et de t'associer avec Finscale et avec moi pour développer ta marque, pour la faire connaître. Et c'est un outil aussi que tu peux utiliser pour apprendre et qui se décline au travers de... Et aussi un outil pour networker. Et donc, c'est décliné sous forme de différents services. Et ça permet de créer des lead generation pour tes clients? Ouais, exactement. Merci. Tu vends ça très bien. autour de différentes solutions. La partie sponsorship. Donc, il y a des marques qui souhaitent s'associer à Finscale. Notamment, j'ai eu récemment Revolut qui voulait être présent sur le podcast et associé à la marque Finscale. Donc ça, c'est du sponsoring au travers soit du podcast, soit de la newsletter. Enfin, des podcasts et de la newsletter. La partie masterclass, donc des masterclass en physique. Je suis en train de développer des masterclass en digital. Dans les sociétés? Tu vas dans les sociétés ou donc les masterclass, moi j'ai une approche B2C, mais j'ai aussi par exemple des banques qui sont intéressées d'acheter des masterclass pour leurs équipes. Donc là, ça me permet moi de scaler en fait mon contenu. Donc des masterclass autour du sens, mais aussi autour de la fintech, bien sûr. J'ai développé un produit qui s'appelle le Private Talk. Donc c'est en fait des événements premium pour ma communauté et avec des sponsors. Donc c'est vraiment des dîners de 15-20 personnes maximum et on va traiter d'un sujet en particulier et je fais venir toutes les personnes qui sont intéressées de travailler ensemble. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est que ça fasse du business après. Et ça fera du gros contact. Exactement. Pour les autres. Ouais. Donc là, on est sur 3 projets, je dis 11, parce que je travaille avec Benjamin, qui est mon responsable des partenariats. Et puis, la partie que j'ai lancée aujourd'hui officiellement, coaching, executive coaching. Je travaille vraiment avec une toute petite population de coachés. J'ai vraiment envie de travailler avec des gens pour les aider justement à mettre du sens et travailler sur le sens dans le travail, dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui ont des super carrières, qui sont vraiment... De l'extérieur, ça fait bling bling, c'est magnifique. Et en fait, quand tu ouvres la porte, tu te rends compte qu'intérieurement, il y a vraiment une perte de sens. Donc, moi, j'ai vraiment, étant donné que j'ai fait ce travail-là, et j'ai naturellement beaucoup accompagné des personnes un petit peu dans l'ombre, notamment des clients,
sur ce sujet de réflexion dans le sens du travail. Quel sens tu donnes à ton travail et éventuellement, est-ce que tu es toujours à la bonne place par rapport à tes aspirations intrinsèques. Et donc, j'ai développé cette offre d'executive coaching. Et c'est pas ce que tu préférerais faire à la place de faire tes podcasts FinScale? De quoi, le coaching? Le coaching? Non, moi, tu sais, j'ai besoin d'une diversité. J'ai jamais su me mettre dans une case. J'ai jamais vraiment été dans une case. Donc, j'aime bien mon côté un peu multicasquette. Et c'est tout à fait... En fait, les uns nourrissent les autres. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Il y a une logique. Exactement. Tu connectes les dots. Je connecte les dots. Juste, Revolut, c'est quand même assez... J'ai vu aussi l'annonce. Comment on peut avoir un partenariat avec Revolut? Comment ça marche? C'est toi qui les démarches ou tu fais du sales ou tu vas leur vendre? Revolut, ils ont toqué à ma porte. Oui. Ils étaient intéressés donc de s'associer à FinScale pour leur offre Revolut Business. Donc ils m'ont contacté et donc c'est Benjamin qui a géré tout le partenariat. C'est exigeant parce qu'ils veulent vraiment, ils sont héroïstes, donc ils veulent investir mais que ça leur rapporte du business. Donc on s'est mis d'accord, on a négocié ensemble un super partenariat et j'en ai d'autres qui vont venir qui sont sympas. Ok, nickel. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc à FinScale dans les mois à venir? Longue vie. Longue vie à FinScale. On va finir par 2 questions. Vas-y. L'avant-dernière, est-ce que tu penses que diraient les gens de toi si tu n'étais pas dans cette pièce? Oh, quelle énergie. Quelle énergie. Quelle intensité. Ça, c'est ce que tu penses qu'ils diraient. Est-ce que tu aimerais qu'ils disent sur toi? Que je suis vraie. Parfait. Dernière question. Merci beaucoup en tout cas. Merci Kamel. Qui aimerais-tu voir à ta place pour mon prochain épisode? Ah, bonne question. Qui je pourrais inviter? Qui est-ce que tu pourrais inviter? Tu dis tiens, j'aimerais bien écouter ce que cette personne a à dire. Bah, après, le truc, c'est que comme tu as toi aussi ton podcast... Attends, qui est-ce que... Ah, ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien te répondre. Ne me dis pas Elon Musk, hein, non. Parce que faut quelqu'un que j'arrive à avoir. Non, mais j'ai envie de te conseiller quelqu'un de bien. Je sais, Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. Mais ouais. Ça va être compliqué à mon avis à avoir. Hein. Mais écoute, Juncker. J'ai dit que j'invitais pas de politique, mais par contre, les retraités politiques, non, mais Juncker, il y en aura. il y aura plein de trucs à raconter. Ah, mais Juncker, ça va être exceptionnel. Juncker, parce que Juncker, il a plein de trucs à raconter sur l'Europe. Et c'est intéressant d'avoir son point de vue, parce que lui, il est là, il a vu tellement de personnes et tellement de monde sur autant de temps que je pense qu'il a des choses intéressantes à raconter. Bah écoute, l'invitation est lancée. Hein. Si vous avez des contacts, j'en ai pas personnellement. Écoute, merci beaucoup Solène. Kamel, et ce fut très un plaisir heureuse que tu m'as invitée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.